Imagine un peu la scène. On est en pleine finale olympique de tir sportif. La tension doit être à son comble. Oh oui, l'atmosphère est électrique. Le stade est bondé. Mais sur le pas de tir, c'est un silence de plomb absolu. L'athlète est parfaitement immobile. Figé comme une statue, oui. Exactement. Le regard est fixé sur une cible minuscule, à 10 mètres de distance. À ce niveau-là, la victoire ne dépend plus du tout de l'effort physique. Non, c'est l'esprit qui fait tout le travail, le contrôle du système nerveux central. Voilà. Et si je te disais qu'aujourd'hui, on peut savoir si le cerveau de ce tireur d'élite est sur le point de lâcher avant même qu'il ne presse la détente? Juste en écoutant son cœur. C'est fascinant. C'est tout l'objet de notre exploration d'aujourd'hui. On va se plonger dans une étude vraiment incroyable intitulée Machine Learning-Based Classification. Of alertness levels in elite shooting athletes, using heart rate variability. Merci pour l'accent, hein. C'est une recherche menée par Jaja Olu, Jun Kyu et Yan Han, publiée dans le Journal of Sports Science and Medicine. Le volume 25, publié en 2026, pour être précis. Tout à fait. Notre mission aujourd'hui pour tous les passionnés de science qui nous écoutent, c'est de comprendre comment l'intelligence artificielle arrive à lire ces niveaux de vigilance de manière totalement invisible. Ce qui est crucial, parce que le tir sportif exige un état de préparation psychophysiologique vraiment exceptionnel. D'accord. Décortiquons tout ça. Parce que jusqu'à présent, les entraîneurs utilisaient quoi pour mesurer cette fameuse vigilance? Surtout des questionnaires subjectifs, comme le MFI-20 ou l'échelle de Stanford, ou alors des électroencéphalogrammes, les fameux EEG. Enfin, utiliser des questionnaires subjectifs pour mesurer la concentration, c'est comme demander à un conducteur s'il est fatigué pendant qu'il roule sur l'autoroute à 130 km/h. C'est clair. Soit il ment par fierté, parce que c'est un champion, soit le simple fait de l'interrompre casse complètement sa concentration. Ce qui est fascinant ici, c'est que les chercheurs ont compris qu'il fallait une méthode objective et surtout non invasive. Il ne faut surtout pas couper le fameux flow de l'athlète. Et le casque EEG sur la tête avec les électrodes et le gel, on oublie pour le côté pratique. Ah bah oui, ça perturbe tout. C'est là qu'intervient la variabilité de la fréquence cardiaque, la VFC. C'est-à-dire l'écart de temps en millisecondes entre chaque battement de cœur. Exactement. Ça mesure directement l'activité du système nerveux autonome. Et dans l'étude, ils ont capté ça avec une simple montre, la Polar V800. Génial, donc aucune gêne pour tirer. Mais comment ils ont testé ça concrètement? Il a fallu créer de la fatigue en laboratoire? Oui, ils ont recruté 83 athlètes de tir de niveau national, carabine et pistolet à 10 mètres. Du très haut niveau donc. Tout à fait. Et ils leur ont fait passer une tâche de vigilance psychomotrice, le test PVT, 60 minutes intenses. 60 minutes divisées en 6 blocs de 10 minutes, c'est bien ça? C'est ça, avec 80 essais par bloc. Le but, c'était d'appuyer sur la barre d'espace dès qu'un chrono s'affichait à l'écran. Et tout temps de réaction au-delà de 500 millisecondes était considéré comme un lapsus d'attention. Scientifiquement classé comme une vigilance sous-optimale, oui. Attends, je me fais un peu l'avocat du diable là. Ce test PVT, ça ressemble quand même à un petit jeu vidéo basique et super répétitif. C'est vrai, vu de l'extérieur. Est-ce que ça simule vraiment la pression d'une compétition olympique? En fait, c'est là tout le génie de la méthode. La structure de 60 minutes en bloc calque exactement le timing des épreuves à 10 mètres. Ah, je vois. Et le tir, c'est une tâche qui demande un contrôle cognitif top-down très intense. Le cerveau doit inhiber le corps. Avec très peu d'efforts métaboliques au final, on ne court pas un sprint. Exactement. Donc la monotonie absolue de ce test sur ordinateur, c'est précisément ce qui permet de débusquer la fatigue du système nerveux central. Et les résultats ont prouvé que ça marchait? Oui, les temps de réaction les plus lents ont considérablement augmenté entre le bloc 1 et le bloc 6. L'usure nerveuse était bien là. D'accord, donc on a la fatigue, on a les données cardiaques, mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment on trouve le lien entre les deux? C'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. Ils ont utilisé une méthode d'élimination récursive avec le modèle Random Forest pour trier toutes ces montagnes de données. Pour ne garder que les signaux utiles. Et ensuite, la compétition d'algorithmes a commencé. Ils en ont testé 4. SVM, Random Forest, XGBoost et AdaBoost. Mais au début, ils ont fait une petite erreur d'approche, non? Le fameux modèle à 3 catégories. Oui, ils voulaient classer la vigilance en haute, modérée et basse. Et ça a lamentablement échoué. Bah, c'est un peu logique. C'est comme essayer de classer l'eau en chaude, tiède ou froide. C'est une excellente analogie. La définition de tiède est tellement floue ou tellement subjective que l'IA s'embrouille complètement avec les données intermédiaires. Tout à fait. Donc ils ont décidé de trancher et de passer à un modèle purement binaire.
Le top 40% optimal contre les 40% les plus mauvais. Et là, révélation. Si on relie cela à la vue d'ensemble, c'était la meilleure décision. L'algorithme AdaBoost binaire a remporté la palme haut la main. Avec des chiffres impressionnants, une précision de 0,75 et un score F1 de 0,73. Et une R sous la courbe ROC, le IUC, de 0,77. Ce qui prouve que sur le terrain, pour les applications pratiques, il vaut mieux une réponse tranchée. Oui, on a juste besoin de savoir si la crête est prêt ou non prêt. Pas besoin de nuances infinies. Exactement. C'est technologiquement plus fiable. Par contre, l'IA, c'est souvent perçu comme une boîte noire. Alors qu'est-ce que tout cela signifie physiologiquement? Qu'est-ce que la machine a vu? Ils ont utilisé l'analyse SHAP pour décrypter ça. Et ils ont trouvé que le pourcentage de très basse fréquence, le VLF%, était le prédicteur le plus critique. Un VLF. Élevé prédisait une vigilance plus basse. Oui. Alors comment c'est possible? Hein? Parce que les basses fréquences cardiaques, normalement, c'est lié à la régulation thermique, aux hormones, ce genre de choses viscérales. Cela soulève une question importante sur la nature même de l'état de tir. C'est-à-dire? Le tir est un état quasi isométrique. Contrairement à un sport très dynamique, l'adaptabilité autonome globale compte plus que la réactivité immédiate. Donc si le cerveau est très concentré, il met les signaux du corps en sourdine. C'est ça. Et quand la vigilance baisse, le système nerveux relâche son contrôle top-down. Le corps reprend ses droits, les processus de thermorégulation s'expriment davantage. Et bim, le VLF augmente. Et l'IA détecte que l'esprit est fatigué, avant même que l'athlète ne s'en rende compte. C'est exactement le mécanisme. Et il faut aussi souligner une nuance capitale de l'étude, le fameux effet plafond. Ah oui, parce que 75% de précision, pour certains, ça pourrait sembler un peu imparfait pour une IA. Sauf qu'on parle de l'élite de la nation. On a 83 athlètes dont le système nerveux est surentraîné d'une stabilité incroyable. Donc, réussir à capter la moindre microfluctuation chez eux, c'est un exploit monumental par rapport à un individu lambda fatigué, quoi. C'est chercher une aiguille dans une botte de foin métabolique. C'est fascinant. Mais du coup, du laboratoire au pas de tir, comment cette modélisation ultra pointue va changer la vie des athlètes dès demain à l'entraînement? Eh bien, ça fournit un outil validé et surtout rapide. L'évaluation de l'état de préparation prend 90% de temps en moins par rapport à un test complet comme le PVT. 90% de temps gagné, c'est inestimable. Tu mets juste un capteur cardiaque avant la séance et tu sais si ton tireur est concentré ou s'il risque d'ancrer de mauvais réflexes par fatigue. C'est ça. Bien sûr, les appareils électroniques restent interdits en compétition officielle. Naturellement. Mais ça révolutionne le monitoring lors des entraînements de haute intensité. Après, la rigueur scientifique nous oblige à mentionner quelques limites. Lesquels? L'échantillon était très jeune, environ 18 ans de moyenne. Et ça ne concerne qu'un seul sport pour l'instant. Et ils n'ont pas mesuré le cycle de sommeil de la veille, je crois. Exactement. Contrôler la qualité du sommeil de l'année précédente pourrait vraiment affiner le modèle à l'avenir. En tout cas, c'est une avancée majeure. Les ondes lentes du cœur trahissent littéralement la fatigue de l'esprit. Et l'IA, avec AdaBoost, nous permet de lire ce code secret. Chez des athlètes de très haut niveau, oui. On encourage d'ailleurs vivement tous les curieux qui nous écoutent à aller lire l'intégralité de cet excellent travail. Oui, plongez-vous dans les matrices de confusion et les graphiques SHAP originaux. C'est très instructif. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures explorations approfondies. Absolument. Pour finir, je veux laisser tout le monde sur une petite réflexion intrigante, parce qu'on parle de sport olympique là, mais imaginons la suite. Je sens que tu vas parler de nos propres montres connectées. Carrément. Si un simple cardiofréquencemètre couplé à une IA peut prédire la milliseconde où un tireur perd sa concentration, nos montres pourraient un jour faire la même chose au bureau. Une alerte avant d'envoyer un email catastrophique? Voilà, nous avertir qu'on est sur le point de faire une erreur critique parce qu'on est fatigué avant même qu'on en ait conscience. Ça donne matière à réfléchir, c'est sûr. Sur ce, merci d'avoir partagé vos connaissances avec nous aujourd'hui et à très bientôt pour une nouvelle analyse.